Hey, salut tout le monde, c'est Kyushiro, j'espère que vous allez là. Et aujourd'hui, on se retrouve tous pour parler de l'épisode 37 de Bleach, la guerre sanglante de 1000 ans, Thousand Years Blood War. Un épisode qui était sympa, même si il était émotionnellement un peu moins bon que celui avec Nemuri et Mayuri, et un petit peu moins en termes de fight que celui de Kyoraku contre Lil Barrow. Mais bon, ça fait suite au combat contre Kyoraku et Lil Barrow, parce qu'on commence directement avec un petit flashback. Donc on va commencer à parler par les flashbacks, et après on va suivre le déroulé de l'épisode. Donc les flashbacks qui sont très sympas, parce qu'on va en apprendre un peu plus sur l'histoire de Kyoraku, donc un peu plus de sa jeunesse et celle de Nanao. Donc on va comprendre un petit peu leurs liens, on va en prendre un peu plus sur leurs sentiments et leurs liens. Au début, nous dans le manga, on savait que Nanao et puis Kyoraku, voilà, ils s'aimaient bien tranquillement, même si voilà, tu voyais que Kyoraku restait quand même un peu plus en arrière, mais entre les deux, il se passait quand même des trucs. Mais là, quand tu te dis et tu vois l'épisode, tu fais ok, Kyoraku c'est l'oncle de Nanao. Leur relation, elle devient bizarre quand même. Ça devient un peu ambigu, n'est-ce pas? Donc ouais, cet épisode était quand même cool, même si bon, dans le manga c'était un des moments les moins intéressants, les moins aimés de ce cours 3. Donc bon, après tous les masterclass qu'on a eu, lui il était un peu plus en dessous. Mais bon, l'épisode il est pas mauvais non plus, il reste très très bon. Il reste dans la moyenne des épisodes de Bleach. Et donc, le flashback de Kyoraku nous apprend un petit peu que Kyoraku avait à l'époque un frère. Donc, un frère qui s'est marié à la mère de Nanao, donc du clan Issei. Donc, on va en apprendre un peu plus sur le clan Issei et sur Kyoraku. Donc, Kyoraku qui avait un frère et qui s'entendait pas avec lui. Et un jour, son frère se marie, comme tout le monde, et ils s'assagient et ils deviennent de plus en plus, entre guillemets, ils s'entendent de plus en plus, même, il le dit durant l'épisode et durant le flashback, il se sent tellement bien avec eux, avec son frère et sa belle-sœur, qu'il décide de les voir plusieurs fois, et même dormir chez eux, se reposer et tout, et on voit que Kyoraku, il apprécie beaucoup sa belle-sœur, On suppose même qu'il a des sentiments pour sa belle-sœur, même si bon, il respecte son frère et tout, et il va aller jamais faire une zizou et voler la femme de son frère, mais on voit que voilà, il a des sentiments envers sa belle-sœur. On voit que il l'apprécie énormément, et il l'apprécie aussi pour avoir fait changer son frère. Donc on voit que voilà, il est content, il est heureux, il est vraiment heureux pour eux. Et en fait, on va apprendre que la mère de Nanao vient du clan Issei, et malheureusement dans ce clan Issei, il y a une malédiction. Donc toutes les femmes du clan Issei donnent naissance à des filles. Donc c'est un clan presque exclusivement de femmes, de ce que j'ai compris, donc que de femmes. Et quand elles vont se marier, la malédiction fait en sorte que leur mari meurt. Donc on sait pas, ils n'ont pas expliqué comment, donc on sait juste qu'ils meurent prématurément de maladie ou je ne sais quoi. Donc on voit que dans le flashback, son frère, je crois, il meurt de maladie, parce qu'on voit à un moment donné qu'il va refiler la petite épingle à cheveux, parce que durant le flashback, on voit le lien avec les épingles à cheveux, de pourquoi il met des épingles à cheveux dans ses cheveux, Kyoraku, et pourquoi il a ce petit Aori rose, donc de fleurs. Donc on en apprend un peu plus, donc c'est cool. Et on apprend que malheureusement la mère de Nanao voulait, entre guillemets, briser sa malédiction et voulait prendre le nom de son mari. Donc on apprend que les femmes Issei, quand elles se mariaient, les maris prenaient le nom des Issei mais mouraient. Et elle s'est dit, et si on faisait le contraire? Et si je prends le nom de mon mari, peut-être que, si je prends le nom de Kyoraku, peut-être que je vais survivre. Et il va survivre. Et malheureusement, non. Donc son destin, elle qui voulait échapper au destin des Issei, la rattrape et va se faire
reconviée dans sa famille qu'elle voulait échapper. Et on va apprendre que malheureusement, elle veut pas que sa fille connaisse ce destin tragique, et donc va lui offrir le Zanpakuto, donc le sabre divin, qu'on verra un peu plus tard. Et Kyoraku, lui, ça le fait un peu chier, parce que on voit que quand les gens meurent, ils sont près de mourir, ils veulent lui donner un fardeau. Donc c'est pour ça qu'il récupère la barrette, je dirais la barrette, mais l'épingle à cheveux de son frère, et il va récupérer plus tard, hein, parce que vu que la mère de Nanao a confié le sabre divin de la famille Issei, et elle va se faire exécuter par la famille, et donc il va récupérer plus tard cette barrette. Donc voilà un petit peu pour le flashback côté Kyoraku, et on va voir maintenant le côté un peu de Nanao. Donc Nanao, qui était petite, sait que sa mère avait confié un objet à un Shinigami, mais elle le connaissait pas, elle le savait pas quoi. Et donc quand elle va s'inscrire chez les Shinigami, elle va déjà rencontrer Kyoraku. Elle va voir que il porte le même kimono, le même Aori que sa mère, et elle se dit bon, c'est un Aori, il y a d'autres personnes qui peuvent le porter et tout, mais ce qu'elle va remarquer surtout, c'est que il porte les fameuses épingles à cheveux de sa mère et de son mari, et donc de son père. Et donc elle va comprendre vite très bien qu'il y a un lien, que ce capitaine a un lien avec sa mère, et donc va savoir directement. Elle l'a su dès le début, elle le dit à Kyoraku. Depuis le début, je le sais, hein. Ne t'inquiète pas, je le sais que tu as un lien avec ma mère. Et donc, elle va, comme de par hasard, se retrouver dans la division de Kyoraku. Donc on apprend dans son flashback qu'elle n'était pas douée au sabre, elle n'a jamais réussi à faire éveiller son Zanpakuto. Mais elle a été prise en tant que Shinigami parce qu'elle était très douée au Kido, et elle voulait intégrer une division spécialisée au Kido, mais elle se fait intégrer dans la 8e division. Et quand elle rencontre pour la première fois, entre guillemets, Kyoraku, en face à face, où il fait un petit speech pour motiver ses nouvelles recrues, il ne porte pas le Aori de sa mère, ni d'épingle à cheveux. Donc là, elle a dit ok, c'est sûr, c'est lui. C'est lui, il s'est cramé tout seul. Le mec, il a voulu faire style en mode attends, Nanao Issei, tiens, hop, on enlève tout. Hey, je suis le nouveau capitaine. Bonjour, je ne te connais pas, ma petite. Et au final, il s'est fait cramer. Donc, c'est cool parce qu'on apprend un peu plus sur leur relation. Mais ça devient ambigu, hein, parce que Kyoraku, c'est l'oncle de Nanao, hein, et on dirait qu'ils s'aiment bien les deux. Voilà, c'est compliqué, hein, leur relation. Mais bon, on ne juge pas, hein, c'est comme ça. Donc, maintenant qu'on a parlé un petit peu des flashbacks, on va rentrer dans le vif du sujet et de l'épisode avec le combat, hein, avec qui reprend directement après, pensant que Kyoraku avait gagné, il était avec Rohana, et au final se fait transpercer par l'île Barreau avec un laser qui se retransforme en monstre dégueulasse, en mode une tête de piaf avec un coup de serpent. Ouais, il est dégueulasse, hein, ce perso, il est dégueulasse, hein. C'est vrai qu'en manga aussi, je l'avais trouvé horrible. Moins horrible que Asnoth, parce que Asnoth ça reste la peur et tout, mais les deux là ils s'entendent bien en termes de monstruosité, ils sont dégueulasses. Et donc l'île Barreau qui se transforme, tire un rayon laser, et on voit que le mec est complètement pété, hein, parce que Kyoraku il va réussir quand même à se sauver. Mais le mec, il balance son rayon laser, il détruit la moitié de la zone, il détruit la moitié du terrain. Tu fais en fait son potentiel de destruction à l'île Barreau, c'est pour l'instant le Quincy le plus puissant qu'on ait vu, hein, à part Iwatch. Hein. On met Iwatch. Après, il a dit que c'était le premier Quincy à avoir reçu ses pouvoirs de Iwatch, et c'est ça qui est dommage, que je vais faire la même distinction que j'avais fait lors du combat avec Pernida. C'est on n'a pas d'informations, pas assez de flashbacks. On n'a même pas du tout de flashback de Barreau, de l'île Barreau. Donc ok, c'est le premier Quincy, mais comment t'as apparu? Comment
E-Watch t'a donné tes pouvoirs? Comment t'as intégré le Vandenreich? Mon dieu, c'est ça que... C'est pour ça que je les mets pas en top tier ces épisodes avec Mayuri, parce que il manque des petites informations concernant les Quincy. Mais bon, tant pis, hein, tant pis. Donc voilà, on voit qu'il est ultra puissant. Il a un potentiel de destructeur, de malade mental. Et bah, Kyoraku, il va tomber dans les pommes pendant quelques secondes parce que bah, le mec, il s'est fait transpercer de partout, il est blessé, son Bankai ne marche pas, ses techniques ne marchent pas, il lui reste plus rien à faire. Donc et c'est là où Nanao le réveille et intervient en mode capitaine, il est temps de me donner mon Zanpakuto. Donc là, durant l'épisode, on apprend que Nanao, depuis le début, a un Zanpakuto. Donc on a les flashbacks et tout, qui continuent durant l'épisode, hein, qui nous montrent un peu le passé de Kyoraku et tout. Et donc on apprend que, durant cette séquence, il a fait aussi une promesse à la mère de Nanao. Donc cette promesse qui est de récupérer ce Zanpakuto. Donc c'est pour ça qu'il avait récupéré la barrette de son frère, qui était un petit fardeau, et il récupère le gros fardeau, l'épée divin, le sabre divin de la mère de Nanao, qui va provoquer sa mort. Malheureusement, il est un peu dégoûté, mais voilà. Après, bien évidemment, on apprend qu'ils vont se cacher dans les ombres, hein, pour que Lil Baro ne les retrouve pas, parce que Lil Baro était intervenu en mode hey, t'as voulu que ta vice-capitaine survive, mais en fait, il y a les débiles, elle veut mourir à tes côtés. Et donc, Kyoraku, quand même, on voit qu'il y a une technique assez cheatée. Il peut se mettre dans les ombres. Le mec, il crée une salle de l'esprit du temps comme il veut. Et il est tranquille. Bon, c'est pas vraiment le principe de la salle de l'esprit du temps. Parce que, bon, le temps équivaut à la même chose. Mais voilà, il est dans une zone où il peut être tranquille. Il est dans les ombres. Il peut sortir et de sortir quand il veut. Donc de ce qu'on a compris, hein, de ce qu'on voit, il n'y a pas vraiment de limite de temps. Donc ça lui permet de temporiser, et de temporiser avec Nanao en lui racontant un petit peu son histoire et l'histoire de sa mère. Et c'est plutôt très sympa parce que on voit que aussi Baro, il les cherche en mode dégueulasse, genre il déforme son visage et tout, et il comprend qu'ils sont cachés dans les ombres, et il dit que s'il mettait le maximum de lumière et qu'il n'y a plus d'ombre, est-ce qu'il serait encore caché? C'est vrai que le mec est pas con non plus, hein. C'est pour ça que c'est dommage qu'on n'a pas assez de développement sur Lil Baro, et c'est ça qui me dérange un petit peu sur ces deux combats, hein, avec Mayuri qui était quand même, avec Nemuro qui était incroyable, mais pas assez de développement des Quincy. Moi j'aurais bien voulu voir un petit peu comment ils intègrent la division avec E-Watch, comment ils deviennent Quincy, tout ça. Même un petit truc, ils m'auraient mis un petit truc de 30 secondes, comme ils ont fait avec Aznot, j'aurais dit oui à l'épisode. Genre, qu'on voit, genre, entre guillemets, qui dit je suis un être divin, j'ai reçu ma puissance de E-Watch, un truc comme ça, et pendant qu'il explique ça, t'aurais un petit flashback où genre il était enfant, et tu vois, E-Watch il fait mon fils ou un truc comme ça. Moi j'aurais dit oui. T'aurais mis un petit rajout, mais bon. Voilà. Ça aurait rendu la séquence, le combat, un peu plus sympatoche, ça aurait rendu un peu plus cool, parce que c'est vrai que cette partie-là, les gens aiment moins, et c'est vrai que moi aussi, c'est probablement le combat que j'aime le moins durant l'arc de la guerre sanglante. Mais bon. On a du développement de personnages, ça reste cool. Entre Nanao et Kyoraku. Et donc, voilà, je reprends vite fait mes notes. Donc voilà, dans les ombres, t'as Kyoraku qui raconte un petit peu l'histoire, et que Nanao, elle lui dit depuis le début qu'elle connaissait. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on apprend en fait que il y a son Zanpakuto Kyokotsu, donc de Katen Kyokotsu, qui garde en lui en fait le sabre divin Akyoken. C'est ça. Et en fait, on apprend aussi que son Zanpakuto, donc Ohana, Katen, a donné naissance à un autre Zanpakuto, qui est Okyo, pour cacher le Zanpakuto de Akyokoten. Donc,
Et le problème, c'est que Nanao, elle dit comment ça, Kyokotsu, c'est mon Zanpakuto, mais au final, il est caché par Okyo. Et mais ça, j'ai pas trop compris non plus cette séquence parce que normalement, le Zanpakuto de Kyoraku, c'est Katen Kyokotsu, donc Katen qui est Ohana, qui donne naissance à Okyo. Ok, mais il est où le Kyokotsu? Est-ce que c'est la fusion de Akio-Koten et de Okyo? C'est vrai que là j'ai un petit peu perdu. Je me suis même refait l'épisode hein, pour avoir des notes. Mais ouais. Ok, bah si vous avez d'autres explications, n'hésitez pas à me dire. Peut-être j'ai mal compris durant l'épisode et même durant l'arc Guerre Sanglante, j'avais pas trop compris non plus le délire. Mais bon. Ok, donc on sait juste que déjà le Zanpakuto de Kyoraku a donné naissance à un autre Zanpakuto. Donc déjà c'est une première que les Zanpakuto peuvent donner naissance ou peut-être se diviser et donner naissance à un autre Zanpakuto. Donc c'est pour ça qu'il y en a trois. Donc le sabre divin Akioken, donc que Kyoraku redonne à Nanao, est un sabre rituel hein, qui n'a pas de lame, donc on le voit, et qui est capable d'absorber l'énergie d'un dieu pour lui renvoyer. Et ça c'est très puissant hein, parce que tu te dis, ça veut dire que chaque divinité, Nanao peut la vaincre. Donc c'est très intéressant. C'est le premier Zanpakuto qu'on voit qui n'a pas vraiment de lame, hein, et c'est plutôt cool qu'on voit qu'il y a différents types de Zanpakuto, et celui-là est probablement plus utilisé pour les rituels, mais peut être une arme très puissante. Donc on voit aussi que Nanao accepte sa malédiction, elle le dit que voilà, sa mère, elle voulait échapper à la malédiction, mais elle n'a rien pu faire, mais elle l'accepte, et donc avec sa volonté, Kyoraku lui donne son Zanpakuto et elle part affronter l'île Barreau. Et on voit que l'île Barreau il est en mode je vais faire un petit ultra laser, tu vas voir, je vais te défoncer. Et au final on voit que ça lui fait des dégâts, que Nanao réussit à le blesser, mais en contrepartie, en repoussant l'énergie divine de l'île Barreau, elle se blesse aussi. Donc on voit que au début l'île Barreau, il s'en foutait un petit peu, il se foutait un peu de sa gueule, il fait c'est quoi ça, ce sabre, y a pas de lame, tout ça, tu crois pouvoir me blesser, et que on voit que il était quand même, il dit quand même ton sabre est très brillant. Et c'est ce que Nanao a vu, c'est qu'il reflète la divinité, donc on voit que l'île Barreau est quand même une vraie divinité. Donc je me demande en vrai contre Pernida ou le roi spirituel, est-ce que cette arme aurait été efficace aussi? Je pense aussi. Hein. Elle aurait peut-être même fait extrêmement de dégâts sur Pernida. Je pense que Mayuri aurait dû en avoir besoin. Et donc on voit que malheureusement Nanao elle ne s'est jamais entraînée au sabre, hein, vu qu'elle ne pouvait pas utiliser de Zanpakuto, elle n'est pas en condition de l'affronter, et Kyoraku va apporter son soutien à Nanao, et donc ils vont le combattre ensemble, et c'est plutôt stylé, hein, la séquence où il y a les terrifiés, t'as Kyoraku qui est derrière, il fait « Je vais t'apporter mon énergie, t'inquiète pas Sangohan, on va vaincre Cell ensemble ». Même si tu vois que la scène est un petit peu bizarre, hein, parce que on rappelle que Kyoraku est techniquement l'oncle de Nanao. Et Nanao est en kiff sur Kyoraku. Donc ouais, leur lien reste un peu... voilà. Et puis bon, le final, hein, t'as l'île Barreau qui balance son ultra laser, et on voit que c'est très puissant, hein, parce que quasiment toute la zone où ils sont, elle est pétée, à part le sabre divin qui les a protégés et renvoyé l'énergie de l'île Barreau, qui le tue et qui termine ce combat. C'est un combat très sympa, hein, qui reste en dessous des autres, hein, mais on voit quand même que le potentiel de l'île Barreau... Destructeur, c'est celui qui a causé le plus de dégâts qu'on a vu pour l'instant des Stand Ritter, et c'est pour ça qu'il est dommage qu'on n'ait pas plus d'informations, plus de flashbacks sur ce personnage. Donc voilà un petit peu moi ce que j'ai pensé de cet épisode. Il était sympa, mais ça manquait quand même de flashbacks. J'ai pas parlé, mais il y avait les OST hein, à un moment donné avec les flashbacks. Ils avaient mis les OST emblématiques. Hein, t'as l'OST classique de Bleach quand l'île Barreau il se transforme. T'as l'OST triste emblématique de Bleach quand
du moment où il y a Nanao qui révèle un petit peu son passé, qui essaye de découvrir un petit peu qui est Kyoraku, tout ça, et que Kyoraku est devant Nanao, tout ça. Donc c'était plutôt cool, hein. L'épisode reste sympatoche, un peu en dessous des autres, mais il reste très cool. Et surtout, hein, le prochain épisode, ça nous tease Base-B contre Kyugram. Et là, les gars, ça va être stylé parce que moi, c'est les deux persos que j'ai le plus kiffé, hein, parce que ce sont les deux Stand Ritter qui ont été développés durant l'arc. Et vraiment, ça va être un très bon combat. J'ai hâte de le voir. Est-ce que euh, les filles vont aussi avoir d'autres combats contre les Quincy ou pas? Ça, je ne sais pas, parce que il y aura un développement entre Base-B et Yugram, ça va être cool. C'est normalement le prochain épisode. J'ai vraiment hâte de voir leur combat. Donc sur ce, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 38. Hein. Et aussi, j'ai vu une information aujourd'hui qui est sortie que pour le cours 4, Tite Kubo va rajouter énormément de nouveautés, donc ça va être cool. Donc j'ai vraiment hâte. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. N'hésitez pas à mettre un petit like et nous on se retrouve la semaine prochaine. C'était Kushiro. Ciao.